Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez Fleurs d'avocat aujourd'hui, sachez que le podcast Fleurs d'avocat, ce sont des interviews d'avocats, tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus, qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. Et tous les 5 épisodes, une interview d'avocat reconverti, car je pense qu'on est vraiment épanoui que lorsque l'on sait que l'on a le choix. Pour l'été, je vous ai toutefois concocté une grille spéciale en partant à la rencontre d'avocats qui ont une double vie. Et j'échange avec eux moins sur la profession que sur cette deuxième vie justement. Pour ce dernier épisode estival, je partage avec vous mon échange avec celle qui m'a donné l'idée de cette série, Maître Tiffaine Marie. Tiffaine Marie, plus connue sur les réseaux sociaux comme Maître Étalon, Maître comme Maître, Étalon E-T-T-A-L-O-N-S, est avocate généraliste en droit des personnes, mais aussi dessinatrice. Avant de lancer l'épisode, je voulais vous dire que cette série est née de l'envie de montrer que, de la même manière qu'il est possible d'être avocat et épanoui, il est possible de ne pas être qu'avocat et de s'adonner sérieusement à d'autres centres d'intérêt. Sur la question du temps, je retiens que tous les invités sont assez au clair sur leurs priorités et s'organisent de façon à pouvoir dédier du temps à cette deuxième activité. Certains ont la faculté de dormir peu, comme Tiffaine ou Caroline Arène, qui est l'invitée de l'épisode 4 de cette série d'été. Mais ce n'est pas le cas de tous, et j'ai plutôt la sensation qu'ils réussissent à dompter le temps, pour reprendre l'expression d'un prochain invité du podcast. Ça me fait également penser à Maître Louis-Bernard Buchmann, qui est l'invité de l'épisode 27 du podcast, selon qui le temps est élastique. J'en profite aussi pour remercier Nick Keane d'avoir filtré en orange tous les portraits des invités de l'été. Si vous aimez le podcast, pensez à prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou sur votre application podcast préférée pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Merci, merci, merci car ça m'aide beaucoup. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Tiffaine Marie. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Merci de m'avoir invitée. Alors Tiffaine, tu es celle qui m'a inspiré cette série d'été, puisqu'on s'est croisés à un apéro, c'était peut-être pour la signature du livre d'Éric. Oui, tout à fait, oui. Et c'est là que tu m'as dit que tu dessinais et que ça te rendait très heureuse. Et on a un peu parlé de ça. Et voilà, l'idée de cette double série sur des avocats qui ont des doubles vies et qui ont des doubles talents est née comme ça. Et donc je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup de m'avoir inspiré cette série. Merci. Et toi donc, ton deuxième talent et ta deuxième vie, c'est de dessiner. Oui, tout à fait. Et tu dessines sous un surnom, Oui, un pseudonyme, voilà. C'était un pseudonyme, mais c'est vrai que ça l'est de moins en moins au fil du temps. Donc, je dessine sous le pseudonyme Maître Étalon sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, Maître E-T, Talon, T-A-L-O-N-S. Oui, exactement. Voilà, on vient d'en parler parce que moi, initialement, j'avais pensé Maître Étalon comme le cheval mâle et non castré. Et ensuite, j'ai revu ton profil et j'ai vu que non, c'est Maître Étalon. Alors, déjà, on va parler de ce pseudonyme, si tu veux bien. Oui, bien sûr. D'où vient ce pseudonyme ? En fait, quand j'ai créé mon compte Twitter, à la base, je ne dessinais plus. Et je l'ai pas créé dans un but de dessiner. Et en fait, si j'ai choisi Maître Étalon, c'est parce que je voulais que ce soit anonyme. Et je voulais aussi que ça symbolise un peu la féminité. Pour moi, les talons, ça symbolise la féminité. Et je n'en porte pas beaucoup parce que j'ai un problème de jambes. Et voilà, je me suis dit que ce serait parfait parce que personne, finalement, ne se douterait que c'est moi, vu que je ne suis pratiquement jamais en talons, sauf pour les grands événements ou les manifestations, ce genre de choses. Mais c'est assez rare, finalement. Je suis plus souvent en basket. Basket que tu dessines, sur lesquels tu dessines, on va aussi en parler. Mais donc Maître Étalon, ton pseudonyme sur les réseaux sociaux. Et donc tu dis que initialement, que tu ne dessinais plus à une période. Donc quel est ton rapport au dessin ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es jeune ? Est-ce qu'à un moment t'as arrêté ? Comment est-ce que t'as repris ? Voilà. Alors le dessin, ça a toujours fait partie de ma vie parce que mon père était dessinateur de presse et j'ai beaucoup dessiné en étant enfant. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais
Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes études supérieures, je me suis vraiment concentrée sur le droit, sur avoir des bons résultats parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et je pense que ça va aussi avec le fait de dessiner en fait. Et je l'ai un peu mis de côté parce que dans notre société finalement l'art c'est pas valorisé et être dessinateur c'est pas une profession qui est valorisée. Et moi à l'époque j'étais bonne à l'école et c'était pas envisageable que je fasse quelque chose qui soit pas intellectuel. Ça a été quand même une question que tu t'es posée? T'aurais peut-être aimé faire une école d'art ou un truc comme ça? En fait, ça s'est pas tellement posé parce que j'avais tellement vu à quel point c'était difficile ce milieu au travers de mon père que je m'étais un peu refusée à faire ça. Enfin, dans ma tête, c'était clair qu'il fallait faire quelque chose à côté et choisir un métier que j'aimais pour être sûre de faire quelque chose que j'aimais si j'arrivais pas à faire ce que j'avais envie. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu enterré le dessin avec le droit. Enfin, le droit, c'est aussi quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours eu envie aussi de faire ça, et donc j'ai privilégié le droit et le dessin finalement a pris vraiment une dimension moins importante dans ma vie pendant, je dirais, une dizaine d'années en fait. Ouais, quand même, hein. Ouais. Et comment t'y es revenue? Et ben finalement, j'y suis revenue dans des conditions qui n'étaient pas forcément très agréables. J'avais une collaboration qui se passait pas très bien. Et Qu'est-ce qui se passait pas bien, justement? j'étais vraiment mal payée. Je travaillais beaucoup. Et puis c'est vrai que ça s'est un peu dégradé au fil du temps et donc j'ai commencé à dessiner et mon premier dessin il symbolisait un peu aussi la pression de la robe sur nos vies et j'avais fait ce dessin et une amie à moi m'a dit mais tu devrais le mettre sur Twitter puisque tu as un compte et que voilà ce serait sympa de le partager, moi je le trouve super donc je l'ai mis sur Twitter. Et ça a très bien marché. Donc en fait, t'as dessiné pour faire un peu catharsis, quoi. Voilà, parce que je me sentais pas bien dans ma collaboration, je me sentais pas bien dans la profession, je savais pas trop où j'allais et je savais pas vraiment si j'avais la place et c'est vrai que enfin si j'avais ma place dans cette profession et c'est vrai que je connaissais pas beaucoup d'avocats. J'ai commencé à en connaître par Twitter et j'avais personne vraiment avec qui en parler et donc le dessin ça m'a permis d'en parler à moi-même et au final quand je l'ai publié j'ai eu énormément de retours et finalement de fil en aiguille j'ai dessiné tous les jours et ça a repris la place que ça avait pour moi comme si j'avais jamais arrêté de dessiner et donc tout s'est enchaîné super vite. Alors, c'est vrai que j'ai encore du mal à m'en rendre compte. Là, ça fait 2 ans que j'ai recommencé. Ouais, donc ça fait 2 ans. Mm. Et donc tu fais ce premier dessin qui te fait du bien déjà de retrouver, je suppose, le crayon. Et en plus, t'as le fait de le publier, il y a des retours, des personnes qui te contactent, ça initie des échanges. Et du coup, ça t'a donné envie de continuer. Et t'as dessiné quoi tous les jours? Tu publiais tous les jours? Comment ça se passait Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Au départ, je dessinais tous les jours et je faisais des mini aquarelles. C'était aquarelle encre de Chine, donc ça me prenait pas tellement de temps et j'en faisais, oui, un par jour. Tu croquais, quoi. Voilà, je croquais la vie en direct et je l'ai fait pendant pratiquement 365 jours d'affilée, jusqu'à ce que j'évolue un peu en fait et que je commence à m'intéresser à d'autres types d'art. Je me suis mis à l'encre aquarelle, qui est aussi un autre type de peinture. Enfin, et ça prenait beaucoup plus de temps, donc j'en ai fait un peu moins, mais je continue à en faire pratiquement tous les 2 jours. Après, j'ai investi dans des techniques, je me suis acheté un iPad, j'ai commencé à dessiner aussi de la photo. sur des photos,
j'ai commencé à faire des dessins animés, mais ça me prend beaucoup de temps, donc j'essaye de le faire souvent, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que pour un dessin animé, il faut approximativement pour 3 minutes 500 dessins, donc c'est vraiment un travail de fou. Titanesque. Oui, j'en avais fait un pour le Nouvel An qui m'avait pris pratiquement 48 heures d'affilée, presque sans dormir, sans... Et donc, ce qui est dingue, c'est quand même que de cette collaboration qui se passe mal, et tu te sens pas bien, tu te remets au dessin parce que c'est un mode d'expression auquel, quand même, qui est inscrit dans ta vie. Et ça ouvre une porte de créativité dingue, parce que t'as envie d'explorer d'autres matériaux de création, d'autres formats de création, et finalement, ça reprend une place, je veux dire même temporelle, même en termes de temps, qui devient prépondérante. Effectivement, c'est vrai que ça a repris une place qui est assez folle parce que je dessine actuellement tous les jours, au moins 4 heures, tous les soirs quand je rentre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plus je me sentais mal, plus j'avais envie de faire des choses, d'essayer des trucs différents. Et c'est là que j'ai commencé aussi à m'intéresser à plein d'autres choses finalement, et ça m'a un peu sauvée. Plein d'autres choses, c'est-à-dire le dessin animé, la peinture en bombe. Oui, donc les techniques. Les techniques plein d'autres différentes. Techniques, ouais. J'ai testé tellement de trucs en 2 ans et j'aime bien changer. Et ça te faisait quoi, ça? Alors que t'allais pas très bien dans ta collab? Déjà, ça m'a permis, moi, de trouver un refuge où tout ce qui se passait mal n'existait pas, et finalement aussi ça m'a permis de m'évader parce que j'avais vraiment l'impression d'être enfermée, et c'était un peu comme une fenêtre sur autre chose. Je dessine souvent la lune, et ça me donnait l'impression de pouvoir être ailleurs. Et ça, c'est quand ça se passe mal, quand on passe parfois 12-13 heures dans un milieu où on se sent plus à sa place, c'est hyper important. Et ça m'a aussi permis de m'ouvrir à plein d'autres confrères, d'être contactée par des journaux, d'être contactée par le CNB, de trouver une nouvelle collab. Donc ça m'a aussi permis de redécouvrir ma profession avec beaucoup plus de recul et de sérénité, je pense. Donc en fait, le fait de publier, ça t'a créé des opportunités en termes de rencontres, de confrères et d'institutions. Oui, c'est assez énorme en fait. Je dessine pour la LJA, pour la semaine du juridique. Le CNB m'a proposé de participer à un groupe de travail sur l'avenir de la profession et m'avait invité aux États généraux où j'ai pu prendre parole. J'ai rencontré ma nouvelle patronne sur Twitter. Donc, tu as trouvé une nouvelle collaboration sur Twitter. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Parce que ça s'est fait du coup à partir du dessin, encore une fois. Du dessin, et puis aussi des rencontres que j'ai fait grâce au dessin, des endroits où j'ai été invitée grâce au dessin. Moi qui venais un peu de nulle part, ça m'a ouvert plein de portes en fait. Et ça m'a permis vraiment de rencontrer énormément de confrères et d'avoir un contact super facile. Parce que je me sentais pas véritablement légitime à la base de prendre contact avec certaines personnes, et là je me rends compte que que je peux tout faire, que je peux prendre contact, qu'il faut avoir du culot, que ça a changé un peu aussi ma relation à l'autre, je pense. C'est plus facile, et après c'est vrai que quand on dessine, les gens viennent à nous en fait, et on a moins à faire d'efforts. Alors je fais pas souvent
le premier pas, c'est souvent les autres qui prennent contact avec moi. Donc, on va dire que je reste quand même assez discrète, mais peut-être que je me sens un peu plus légitime dans ma profession. Ça t'a donné confiance en toi, en fait. Oui, non, parce que je pense que c'est un peu comme ça pour tous les gens qui dessinent. Je reste quand même toujours dans le questionnement. Est-ce que le dessin que j'ai fait va plaire? Est-ce que ce que je dis va plaire? Est-ce que les gens sont pas déçus quand ils me rencontrent? Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que je suis une aussi bonne avocate que ce que je fais avec le dessin? Je me questionne toujours beaucoup, donc je pense pas que j'ai plus confiance en moi, mais je sais pas, c'est une sorte de légitimité professionnelle, je sais pas. D'avoir des avocats plus âgés qui aiment ce que je fais, et qui ont envie de me rencontrer, je trouve toujours ça génial. Donc, à la fois, ça te donne une légitimité, un sentiment de légitimité professionnelle. Et en même temps, c'est paradoxal parce que, comme tu dis, tu te poses des questions sur est-ce que je suis aussi bonne avocate que dessinatrice? Est-ce que les gens sont pas déçus, peut-être par la qualité de mon travail par rapport à la qualité de mon dessin? Donc, ça crée cette double friction. Parce que, encore une fois, sachant que ta nouvelle collab, tu l'as trouvée via Twitter où tu as été connue beaucoup par tes dessins. Du coup, elle connaît, déjà, elle a suivi. Alors moi, ce que je trouve assez dingue, c'est que elle a sûrement vu tes dessins qui parlaient de ta collab qui s'est mal passée. Est-ce que ça a été un support pour en parler avec elle? Je pense qu'on fait vraiment la dissociation dans ma collaboration actuelle entre moi qui dessine et moi qui travaille. On en parle de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Et je pense que c'est important aussi parce que je reste une collaboratrice juste normale et voilà. Mais non, on n'en parle pas tant que ça. Et quand vous vous êtes rencontrés au niveau de l'entretien, enfin, je veux dire vraiment au niveau du recrutement, quoi, la prise de contact pour cette nouvelle collaboration. Alors c'est assez particulier parce que on s'était déjà rencontrés à plusieurs reprises dans des cocktails ou dans Des événements. voilà. Et donc on se connaissait bien à travers ouais, le dessin et à travers une relation plus amicale. Donc on en a parlé du dessin parce que je pense que ce qui lui a plu aussi, c'est que ça m'apporte une espèce d'inventivité, De créativité, une ouais. créativité, et même au niveau du travail, j'ai pas toujours les mêmes modes de réflexion que certaines autres personnes. Donc c'est surtout ça en fait qu'elle a pris en compte, je pense. Et donc, d'un point de vue hyper positif, finalement. Ouais, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est vrai que ça a beau être valorisé à certains moments, le dessin ça reste quand même toujours voilà, on est un peu je trouve qu'il y a des moments où les gens nous regardent de façon assez péjorative dans le sens où on est un peu pas foufou mais un peu Ça fait un peu saltimbanque, quoi. voilà, ça fait un peu saltimbanque et moi je veux pas de cette image-là dans mon métier et c'est de toute façon pas le cas. Je pense que les gens n'ont pas une vision suffisamment positive actuellement de l'art, tout simplement. Et d'un autre côté, tu reçois une réception hyper favorable de la part des... Alors, c'est pas des auditeurs sur Twitter, mais c'est des followers. Donc finalement, c'est pas une image défavorable de l'art. Non, c'est vrai que c'est assez ambivalent, mais je me souviens très bien quand je faisais mes études, que j'étais en première terminale, la façon dont les adultes réceptionnaient le vœu de faire, par exemple, de l'art. Les professeurs étaient toujours très
Oui, il le prenait pas tellement bien. Et moi, je me souviens que j'étais quand même bonne dans les études et à chaque fois, on me disait, mais c'est du gâchis, tu dois faire quelque chose de sérieux. Et l'art, c'est pas reconnu comme sérieux. Être avocat, c'est un statut. Être artiste, parfois, au niveau des yeux de la société, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Et là, moi, c'est un peu particulier parce que finalement, il y en a beaucoup qui disent que je suis avocat-artiste et c'est un peu le cas en fait. J'ai la double casquette qui fait que c'est surtout positif. Mais est-ce que, moi, je me pose souvent la question, est-ce que ça aurait aussi bien marché si j'avais pas dessiné précisément sur cette profession parce que je la connais et voilà, je sais pas. Si j'avais été juste une dessinatrice lambda qui dessinait sur des sujets communs, est-ce que ça aurait marché? Je sais pas. Mais finalement, là, tu réussis à aussi toucher plein de personnes qui sont dans ta situation, qui n'ont pas forcément ce moyen-là d'expression et qui se reconnaissent dans ce que tu dessines et sûrement que ça fait tout à fait partie de la bonne réception de ce que tu fais et qui lui donne un vernis s'il en est besoin de sérieux, quoi. Oui, je pense que c'est ça. Tu fais des choses sérieuses en fait avec tes dessins parce que tu parles de choses sérieuses, tu parles de choses qui sont quand même des vrais sujets de réflexion dans la profession actuellement. Tu vois, le poids de la robe, la collaboration libérale, les premières années, le rythme des audiences. Tu sais, c'est quand même des vrais sujets, comme tu dis, au point que le CNB en a fait un de ses sujets de réflexion pour l'avenir de la profession d'avocat, qui t'a demandé d'y participer. Enfin, donc, c'est des choses tout à fait sérieuses que tu exprimes à travers ton art, quoi. Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai deux facettes dans l'art. Il y a la facette plutôt sérieuse où je parle, enfin, dans mes dessins, à travers mes dessins, je parle de la profession et de ma vision des choses et de mon ressenti. Parfois aussi des thèmes d'actualité, mais c'est plus rare. Et il y a aussi la facette où, en fait, mon personnage, il a deux. Alors, parlons de ton personnage, justement. Parce que ton personnage a donc deux facettes, c'est ce que tu allais dire. Ouais, voilà. Donc, avant qu'on parle de ces deux facettes, je te propose de nous introduire ton personnage. Alors, mon personnage, en fait, c'est plus ou moins moi. Il est toujours en noir et blanc parce que je pense que c'est une image que j'ai en tête, mais j'ai toujours l'impression que quand on est enfant et quand on est heureux et quand on est enfant, justement, on est pratiquement censé être toujours heureux parce qu'on n'a pas forcément la connaissance de la dureté de la vie, on a encore cette naïveté. Et donc, pour moi, les enfants, ils sont toujours en couleur. Et plus on devient adulte et plus on entre dans les choses sérieuses, plus on perd cette couleur. Et donc mon personnage, c'est un peu cette symbolique, c'est un peu l'âge adulte et donc en noir et blanc. Et ce personnage donc, me ressemble plus ou moins physiquement et est assez finalement androgyne. Parce que je veux que Enfin, mon but, c'est aussi que les gens puissent se reconnaître sans forcément que ce soit une question de sexe ou d'orientation. Est-ce qu'il a un petit nom, ce personnage? Non, il en a pas en Il fait. en a pas, ok. À part Maître Étalon, mais c'est pas vraiment son nom parce que j'ai pas choisi ce pseudonyme pour lui. Mais non, il en a pas. Je pense que son nom c'est le mien et voilà. Mais ce petit personnage, du coup, a deux tenues différentes. Quand je le dessine sur des dessins qui concernent la profession, il est en robe d'avocat. Et quand je le dessine sur des thèmes plus libres et qu'il est sur la lune ou qu'il est ailleurs, il est en petite marinière avec un cœur sur la poitrine et en basket. Mais de toute façon, il est toujours en basket en fait. Donc voilà. Mais c'est un personnage assez simple et je pense que les gens ils s'y retrouvent. Il y en a qui le comparent un peu au Petit Prince. Et ce serait peut-être une version féminine du Petit Prince sans que ce soit trop marqué l'aspect féminin. Mais voilà, moi je voulais que les gens ils puissent aussi s'y retrouver
Et voilà. Et donc, tu dis qu'il est toujours en noir et blanc Oui, parce qu'il aurait perdu l'insouciance de la jeunesse, c'est ça. de l'enfance plus précisément. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu toute insouciance? C'est vrai que moi, je suis entrée par la profession en faisant mon PPI à la voix de l'enfant. Et donc, dans des thèmes très difficiles, sur des dossiers très difficiles de pédophilie, de violence, de mort d'enfants. Je fais pas mal de pénal. Je fais du droit de la famille, du droit du travail, du droit des personnes. Et en 4 ans, j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de choses moches, même si je garde, je crois par rapport à la majorité des gens, une certaine naïveté qui fait que mes dessins, ils sont plus proches de l'art un peu naïf. C'est ce qu'on m'a dit une fois. J'ai l'impression, oui, qu'au fond de moi, j'ai perdu la clé de l'insouciance réelle. Même si je garde la naïveté peut-être de l'enfance, en tout cas pas de l'insouciance. D'où le noir et blanc. Mm-hmm. Tu disais que tu dessines 4 heures environ tous les jours. Je dors pas beaucoup. Tu dors pas beaucoup. Oui. C'était ma question. Comment ça se passe? En fait, je rentre en moyenne vers 21h, je pense. Et puis je m'y mets tout de suite. C'est-à-dire que notre table de cuisine, à mon compagnon et moi, c'est un peu mon atelier. Je dessine mes chaussures, je m'occupe des dessins, j'essaye d'en faire aussi pour Twitter. J'essaye de faire aussi les dessins pour les journaux qui m'en commandent. Pour les gens qui m'en commandent parce que ça arrive. Et puis, je gère un peu tous mes réseaux sociaux, j'essaye de répondre aux messages. C'est une deuxième vie, quoi. Ouais, c'est un peu comme si j'avais 2 vies. Enfin, c'est une troisième demi-journée, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est en moyenne de 21h à 2h du matin, je pense. Et t'arrives à quelle heure au cabinet? 9h. Ça veut dire que tu dors? Je sais pas réellement. 5 heures? 5 heures les bonnes journées. Mais j'ai besoin, si je dessine pas, je sais pas comment j'ai fait en fait pour ne pas dessiner pendant 10 ans, parce que quand je dessine pas, je me sens vraiment mal. Je peux plus faire sans. Donc c'est un peu ce qui me permet de faire face à toutes les difficultés du métier. Donc pour moi c'est vraiment important, et quand j'ai pas le temps de dessiner autant que je voulais, j'ai l'impression que c'est une mauvaise journée de toute façon. Donc c'est vrai que je dors pas beaucoup. Mais est-ce que quand je dessine, c'est pas une façon aussi de rêver, donc de dormir? Je sais pas. En tout cas, c'est une manière de te ressourcer, donc... Bah, c'est essentiel, hein. J'ai pas réellement le choix. Après, je crois que j'arrive à tenir la barre. Mais on verra sur le long terme. Tu te sens pas trop fatiguée, ça va? Non, ça va, mais j'ai jamais été une grosse dormeuse. En tout cas, t'es toute fraîche, hein. Moi, quand je dors 5 heures de manière durable, déjà quand je dors 5 heures une nuit, le lendemain, ça va pas trop. Quand je dors 5 heures pendant une semaine, ça va vraiment plus. Quand ça dure sur des mois, laisse tomber, c'est pas possible, quoi. Moi, ça fait plus de 2 ans, je pense. Et puis 5 heures, c'est vraiment une bonne nuit parce que je peux dormir moins que ça. Ouais, bon, ok. Je pense aussi que les périodes de garde à vue m'ont bien formée dans ce sens, parce que je dormais pas beaucoup non plus quand je faisais... Là, j'en fais un peu moins, mais il y a eu une période, il y a quelques mois, où j'en faisais vraiment beaucoup, et
Et je dessinais déjà, en fait, à l'époque. Je sais plus comment je faisais. Mais je crois que ça me maintenait éveillée en attendant les appels. Et, et donc, est-ce que tu dirais que via le dessin, tu as retrouvé l'épanouissement dans ta profession? Ouais, clairement. En tout cas, ça m'a permis de redécouvrir ma profession et de voir que j'avais ma place même en étant différente. Donc, je pense que sans le dessin, peut-être que j'aurais quitté la robe. Il y a 2 ans. Et puis là, je suis encore là, donc... Et t'es encore là et t'es épanouie, plutôt. Oui, je pense. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc je sais pas quel sens on donne réellement à l'épanouissement, mais je fais de mon mieux, en tout cas, pour décevoir personne, ni au niveau professionnel, ni au niveau des gens qui me suivent pour les dessins, et d'être toujours là. Et est-ce que toi, t'es fière de toi? Ah, ça c'est une question difficile parce que moi, je suis très dure avec moi-même, donc je dirais que c'est une question difficile. Je crois que reconnaître qu'on est fier de soi, est-ce que c'est pas un manque d'humilité? Donc je dirais que je suis fière de mon personnage. T'es fière de ton personnage. Et il me tient beaucoup à cœur et voilà, il existe. Donc, et les gens le portent et les gens l'aiment. Donc, je crois que je suis fière de mon personnage, on va dire déjà. Ce qui est déjà un premier pas. C'est un bon premier pas. Je vais te poser mes 3 petites questions de fin habituelles. Quelle est ta source d'inspiration actuelle? Ma source d'inspiration actuelle? Je crois que ma source principale d'inspiration, c'est la Lune. Et ça, tout le monde le sait, c'est les astres, tout ça. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque l'évasion. Quelle est ta dernière joie? La dernière joie que j'ai ressentie, je crois que c'était... Je sais pas, parce que moi je suis joyeuse dès que j'ai des nouvelles des gens que j'aime, et donc c'est un peu tout le temps. Mais si on parle de joie plutôt professionnelle, ce serait ma couverture de la semaine juridique, la dernière sur le CRFPA. Mais mes vraies joies, moi, c'est plutôt avoir au téléphone les gens que j'aime, avoir des nouvelles. Donc c'est assez quotidien. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Sous ma robe, je pense que je porte mon cœur. Comme Louis-Bernard Buchmann. Merci beaucoup, Tiffany. Merci à vous.